proposé par Hype FM. Bonjour, les Arméniens s'orientent-ils vers une acceptation et une compréhension commune des réparations du génocide arménien ? Même si la volonté, l'idée était là, mais elle n'était pas toujours partagée par la très grande majorité des Arméniens durant les dernières décennies. Réticence, réalisme, désespoir. L'État arménien lui-même a aussi, lui aussi longtemps réservé, je dirais, voire désapprouvant aux premières années de l'indépendance, a soulevé la revendication arménienne le 29 janvier dernier par cette déclaration panarménienne prononcée par le chef de l'État en personne. Un groupe d'études mis en place par la FRH Naktutun a publié un rapport sur la question des réparations. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Pour étaler au grand public ce rapport, pour l'expliquer et pour voir enfin ce que signifie réparation en cette année centenaire. Dans le studio avec nous, Charles Papazian, président du CDCA, bonjour. Bonjour. Harout Mardirossian, responsable et directeur du Bureau français de la cause arménienne, bonjour. Bonjour. Nous serons en ligne tout à l'heure avec Guido Manoyan, qui a été très actif sur ce travail aux côtés des experts et qui est membre de du Bureau mondial de la FRH Naktutun. Commençons avec vous, Charles Papazian, sur l'idée, le besoin. Pour certains, peut-être, ça vient très tardivement parce que ça fait des années qu'on parle de réparation et souvent on se posait la question, ou on nous posait la question, mais que voulez-vous au juste ? Je crois d'abord qu'il faut rappeler que la notion de réparation fait partie de l'ADN de la FRA Tashnatsoutioun. Depuis la création de ce parti politique, la notion d'une Arménie libre, indépendante, réunifiée, cette notion aussi de revendication a toujours fait l'objet d'un certain nombre de travaux. Alors, il est évident qu'on n'a pas systématiquement toujours mis sur la place publique ce type d'exigence, mais il faut quand même rappeler que ça fait partie d'un des éléments porteurs de la stratégie du Tashnatsoutioun. Alors pour en revenir à ce rapport, il est évident que de temps en temps il faut faire appel à des experts et le gros travail qui a été fait ici, qui s'est déroulé sur un processus de plusieurs années, faut-il le rappeler, c'est quand même un travail considérable. Il a été confié à 4 experts, chacun dans leur domaine, indépendants bien sûr de la FRA, puisque les conclusions qu'ils rendent n'engagent pas directement la FRA, même si sur le fond il n'y a pas de gros désaccords. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu un certain nombre de précision. Et aujourd'hui, on a en face de nous et entre nos mains un cadre de travail, un référentiel qui n'existait pas jusqu'à présent. J'allais dire, le terme de réparation est tellement vague et tellement flou que tout le monde aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle. Je pense que Harout y reviendra également. La bonne nouvelle, c'est que on avait du mal à faire accepter cette notion de réparation et depuis les prémices de ce centenaire de la commémoration du génocide, tout le monde maintenant parle de réparation, tout le monde. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un combat qui effectivement doit être mené au niveau international. Pas seulement dans la diaspora qui avait du mal à une certaine époque de suivre, mais l'État arménien, comme je le disais tout à l'heure, cette déclaration très importante où on parle de Sèvres, où on parle du traité de Sèvres, je l'ai dit, mais de l'arbitrage de Wilson, pour ne parler que de la partie territoriale, alors que on va le voir tout à l'heure, les réparations, ça n'est pas qu'une question de territoire. Alors, rappelez-nous juste les experts qui ont participé à ce travail. Alors, ils sont au nombre de 4. Alfred de Zayas, que nous connaissons bien, puisqu'on l'a encore invité il n'y a pas très très longtemps à une table ronde. C'est le BFCA d'ailleurs qui l'avait organisé, notamment sur une table ronde qui s'appelait Arménie et Turquie, comment normaliser les relations. C'était en 2010 à la Maison de la Chimie. Donc Alfred de Zayas, historien, avocat, expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d'un ordre international équitable et démocratique, professeur de droit et relations internationales. Henri Thériault, qui est donc le président de cette commission, qui est professeur et président de philosophie de l'université de Worcester aux États-Unis.
Ala Papian, qui est avocat, historien et diplomate, président du centre de recherche Modus Vivendi, qui se concentre sur les questions politiques arméniennes. Et puis Jermaine McAlpin, qui est directeur adjoint du centre de Caribbean Thought, chargé de cours de justice transitionnelle au département du gouvernement de l'Université des Indes occidentales à la Jamaïque. Alors, voilà pour les experts, et parlons maintenant d'une idée centrale, c'est que quand on parle de réparation, on n'en parle pas entre nous, on prépare un dossier pour le présenter quelque part à Harut Mardi-Ossian, et là, en l'occurrence, à l'État criminel, à l'État à qui on revendique des réparations. Alors, la première question, quand on parlait durant des décennies de territoire, de vannes, de mouches, tout le monde disait, et peut-être encore aujourd'hui, mais vous rêvez. Oui, tout comme certains nous disaient, vous rêvez il y a 30 ans quand on parlait d'indépendance de l'Arménie, ou quand on parlait de retour d'un Karabakh indépendant, on nous disait vous rêvez. Donc aujourd'hui, maintenant, cette question des réparations, pour reprendre ce que disait Charles, est en train de devenir une réalité. Quelque chose a changé, et aujourd'hui, cette question est désormais pan-nationale. Toutes les organisations ont mis cette question maintenant sur leur agenda, et chacune est en train de réfléchir à ce que elle entend par réparation. Et c'est pour ça que il est important d'associer tout le monde, que personne ne doit être exclu dans ce processus. Chacun y donnera son avis, donnera son opinion, et simplement pour que ça puisse être entendable par l'autre partie, dans un processus de réparation, il faut qu'il y ait 2, voire 3 parties, c'est-à-dire que la deuxième partie, c'est l'État criminel, et la troisième partie, c'est non seulement l'opinion publique internationale, mais les acteurs internationaux qui sont là pour être de ce qu'on appelle le third party, la tierce partie, qui vient cautionner l'accord en réparation qui est obtenu. Alors justement, même les experts de ce rapport le disent, le temps est passé, 100 ans. En Turquie aujourd'hui, parler de réparation, c'est même une agression. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la défensive parce qu'ils ne veulent pas donner, parce qu'ils considèrent que demander quelque chose au peuple turc aujourd'hui, c'est une agression, ça leur appartient. Si je fais allusion au territoire, par exemple, mais il n'y a pas que les territoires, on va le dire. Non, il n'y a pas que les territoires, mais c'est lié également à la politique de négationnisme mise en place par la Turquie dans le domaine de l'éducation, etc. Et on verra que ces questions-là font partie elles-mêmes des réparations. C'est parce que, à force d'avoir expliqué pendant près de 100 ans que il n'y a pas eu de crime et qu'il n'y a pas eu de spoliation et que en fait ce sont les Arméniens qui étaient les mauvais garçons, etc. Évidemment, aujourd'hui, quand vous dites oui, mais il va falloir, ça y est, il va quand même falloir réparer, vous êtes face à une forme d'incompréhension, et chez certaines personnes avec de tout à fait bonne foi, quelque part la sensation d'une forme d'injustice. Donc il va falloir également réparer cette injustice-là, qui est pas vis-à-vis des Turcs, qui est vis-à-vis des Arméniens, qui est de faire comprendre et de faire passer dans les réparations le fait que non, la vraie injustice est celle à l'égard des Arméniens, et que cette injustice-là, il convient de la réparer de différentes façons, et que ce sentiment le sentiment de réparation ne peut être et de réconciliation qui vient après la réparation ne peut être valable que s'il est partagé. Si c'est exactement comme quand vous avez par exemple un accident ou quelque chose, vous avez 2 parties. Si la deuxième partie a l'impression que en fait c'est vous qui êtes en tort, mais que l'assurance vous donne raison, vous avez le sentiment d'une injustice. Il faut arriver à faire comprendre que non, si vous avez eu l'accident, c'est parce que c'est vous qui avez commis une faute par rapport au code de la route, et dans ce cadre-là, il est normal que vous remboursiez, que vous payiez, que vous répariez le tort que l'autre a subi. Alors, Charles Papazian, on parle ici parce que ce rapport, il s'appuie aussi sur une étude, j'allais dire, philosophique de ce que peut être une réparation. Il prend en considération d'une manière assez réaliste la réalité des 2 peuples aujourd'hui. Mais pour revenir à cette notion de réparation, il s'appuie sur 2 principes, on va dire, ou 2 notions.
de terme, c'est les dégâts permanents et les torts matériels. Absolument. Alors, je voudrais quand même juste préciser, c'est que un des apports de ce rapport, avant de lui laisser la parole, c'est la terminologie. Oui. Parce que en fait, il établit un référentiel, Charles le disait tout à l'heure, un référentiel de mots pour que tout le monde utilise une certaine terminologie qui soit compréhensible par tous dans les années futures. Parce que souvent, quand on parlait justement de cette question des réparations, on utilisait des vocabulaires qui n'avaient pas forcément le même sens qu'on pouvait y mettre derrière. Donc ce rapport à ce mérite-là, c'est de définir toute une nomenclature de termes qui permettent de dire, voilà, maintenant quand on va parler de ça, et dans nos réparations, voilà ce qu'on veut dire. Et ça permet de clarifier les réparations, les demandes qui sont faites derrière. Alors justement, par rapport à ces notions, tout ce qui est un tort permanent, ce qui est un tort matériel. Oui, alors il y a quand même une notion importante qu'il faut rappeler. Ce rapport n'est pas exclusivement fait pour traiter que du génocide arménien. Je crois que ça, il faut quand même le rappeler. Les experts qui sont mandatés ici sont partis aussi d'une vision extrêmement large qui parle de tous les massacres de masse et de tous les génocides commis donc dans l'histoire, et bien entendu revient sur le génocide arménien en tant que tel. Et notamment, ce qui est intéressant sur les aspects terminologiques dont vient de parler Harut, c'est qu'ils ont effectivement subdiviser les torts, et ça c'est nouveau, en deux grandes catégories, ce qu'ils appellent les torts effectivement permanents et les torts matériels. Alors qu'est-ce que c'est? Les torts permanents, eux ils disent l'assassinat, la torture, le viol, la destruction des familles, des structures communautaires, traumatisme psychologique qui en résulte et qui a encore baigné un certain nombre de générations. C'est-à-dire ça, ce sont des torts permanents qui ne seront jamais rectifiés entièrement. Donc ça, c'est quand même une notion importante. Et ils prennent d'ailleurs d'autres exemples dans l'histoire mondiale. Ils parlent notamment des Herero, qui est une peuplade sud-africaine en Namibie. Pardon ? Cameroun. Oui, qui a subi elle aussi des exactions extrêmement fortes. Donc cette histoire de tort permanent, elle est d'abord importante. Et la deuxième chose, c'est effectivement les torts matériels, ceux sur lesquels on peut effectivement travailler de manière un petit peu plus précise, parce que eux ils disent que sur les torts permanents, malheureusement il n'y a aucun moyen de ramener les morts à la vie, de faire revivre les personnes qui auraient des descendants aujourd'hui, d'effacer les souffrances du viol, etc. Par contre, il est évident que sur les dommages matériels, il y a l'expropriation, bien entendu, des biens immobiliers mobiliers, les entreprises. Il est possible là d'essayer de trouver un équivalent dédommagement en espèces, plus des ajustements. Donc dans le rapport, ça a été fait. Il y a des pistes qui sont amorcées, et cette notion-là est effectivement importante. Alors le rapport parle également de torts mixtes, c'est-à-dire qu'il mixe à la fois les torts permanents et les torts matériels, par exemple l'esclavage. Peut-être qu'ils font allusion au fait qu'il y a des Arméniens qui ont été, leurs familles ont été torturées, assassinées, massacrées, mais que les jeunes filles ont été prises pour presque comme des esclaves, et l'esclavage aussi, c'est pas le propre de ce génocide seulement, mais en tout cas, cette notion de tort mixte où on peut aussi trouver des formes de réparation pour des torts, ce qu'ils appellent les torts, donc ce sont les dégâts qui à la fois sont psychologiques, mais aussi des souffrances physiques, mais également matérielles, puisque... C'est pour ça que ils englobent ça dans le terme de... Alors effectivement, tout le monde utilise ce mot, mais dans ce terme de justice, mais de justice véritablement en droit international. Il y a ce qu'ils appellent, eux, la justice commutative, c'est-à-dire véritablement une justice qui est conçue comme un retour au statu quo ante, qui est effectivement, une justice dite réparatrice, mais la restitution des biens qui ont été saisis à tort, elle peut faire l'objet effectivement de compensations qui peuvent être financières ou autres. Et puis il y a cette notion d'usufruit qu'ils font entrer aussi, c'est une notion nouvelle dans les réparations, qui est en fait le montant qui est dû aux victimes pour le refus de l'utilisation de la propriété dont ils ont été spoliés. Donc il y a toutes ces notions-là qui figurent dans ce rapport. Et pour poursuivre sur cette remarque, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a une notion qui est un des socles de ce rapport, c'est la notion d'éthique,
qui est une notion importante et sur lequel aussi se fonde le droit international, même si on sait que dans de nombreux cas, malheureusement, ces aspects-là sont bafoués, mais ils fondent effectivement leur démarche aussi sur cette notion de justice et d'éthique. Juste sur la notion de tort, que je voudrais pas que nos auditeurs aient l'impression que c'est le tort qui ne sera pas réparé complètement, mais il y a bien des demandes de réparation, y compris pour les torts permanents, c'est-à-dire ceux qui ne le viol, etc. Tout ça, bien entendu, fait la chose. C'est le fait de dire, vous savez, c'est cette phrase qu'on dit toujours quand on arrive à un procès et que pour meurtre, par exemple, et que vous avez les familles qui disent ça ne ramènera jamais ma fille, mon mari, etc. Mais la justice est passée et ça m'a permis de me reconstruire, etc. On est exactement dans ce domaine-là, c'est-à-dire que ça ne permettra jamais de faire complètement le deuil, mais par contre il y a des mesures qui peuvent être prises qui permettent de rétablir la confiance, le dialogue, la réconciliation entre les différentes parties. Et c'est là-dessus que ensuite le processus s'établit. Donc je voudrais juste que si les torts se divisent entre torts permanents et torts matériels, la réparation, elle va bien sur les deux domaines. Il n'y a pas un domaine qui est exclu de la réparation. Donc nous sommes apparemment en ligne avec Giro Manoyan depuis l'Arménie. Giro Manoyan qui est membre du bureau mondial de la FRA Tashnak Tutun et qui était actif dans la préparation de ce dossier. Donc nous attendons que la ligne... Notre invité est en ligne, Giro Manoyan Parev. Parev, Giro. Donc ce sera une intervention en arménien, mais je vous traduirai le résumé de cette intervention parce que elle est importante. Գիրո Մանոյան, առաջին երթին այս ուրեմն զեկույցի գաբակցությամբ, որ պատրաստվեցավ Տաշնակցության նախաձեռնությամբ, այստեղ հարց կձակի, որ իրավապանական, քաղաքական եւ բարոյական հարցերը ծրված են այս զեկույցի մեջ որպես սկզբունք, որպես պատվանդան զեկույցի պատրաստման, երբ գիտենք, որ այսօր քաղաքական եւ աշխարհակաղակական խնդիրները առնվազն իրավապանական եւ քաղաքական հիմունքներով գրնան առաջ տարվիլ, բայց ոչ անպայման բարոյական։ Իսկ բարոյականի բացակայությամբ այս զեկույցը շատ բան կգործընծնի, որքանով իրաբաշտական է նման զեկույցը. Vous payez dès maintenant. Bienvenue chez... Donc la ligne elle est pas bonne aujourd'hui avec l'Arménie, mais on va réessayer de contacter Giro Manoyan tout de suite pour enchaîner directement. Donc on va attendre quand même que la ligne soit rétablie. Donc je voulais vous poser la question. Si on parle d'aspects juridiques, politiques et moraux, vous avez parlé, Charles Papazian, tout à l'heure, de l'importance du sens de l'éthique que les experts ont mis dans ce dossier, dans ce rapport. Et puisque le monde tourne, on va le dire, sans beaucoup de moralité dans la vie politique, géopolitique, géostratégique, c'est d'autres considérations, plutôt militaires, économiques et autres. Oui. Et si l'aspect moral n'existe pas, ce rapport perd presque son sens. Alors je ne sais pas ce que veut dire moral ici. Par contre, la dimension éthique, eux, la précisent. Et disent la chose suivante. Généralement, il y a une forte résistance aux réparations dans le domaine géopolitique, comme vous le dites, où le réalisme est fondé sur les intérêts des États puissants qui dominent. Bon, ceci étant, ils expliquent également qu'il y a des changements substantiels dans la hiérarchie du pouvoir et les engagements éthiques représentent un mécanisme de changement principal. Il y a des mouvements qui, basés sur l'éthique, ont dans certains cas réussi à entraîner des changements profonds en dépit de la résistance d'intérêts puissants. Et là, il donne effectivement des exemples, le mouvement des droits civils aux États-Unis, le mouvement anti-apartheid, où là, il y a eu véritablement un soulèvement, des mouvements forts, fondés sur une éthique de justice, qui ont réussi à faire bouger les lignes. Et c'est ça que nous... Donc peut-être l'importance de la société civile turque dont on parle souvent. Bien sûr, tout à fait. Et c'est là où ils disent que, je lis, les impératifs éthiques sont la clé pour changer les attitudes au sein d'un groupe d'auteurs d'un crime. Et ça, c'est effectivement une des clés de voûte de leur démarche qu'on abordera peut-être tout à l'heure lors du processus proposé.
Գիրոմանոյան, մեզի հետեք։ Այո, Այո, ուրեմն նույն հարցը, որ Շարլ Պապազյանին գուտայի, եթե բարոյական խնդիրներով չեն լուծվիր այսօրվա քաղաքական հարցերը աշխարհում եք, արդյոք այս զեկույցը իր իմաստեն շատ բան գործընծնի, որովհետև քաղաքական էթիկ հասկացողությունը արմատապես տրված է այստեղ։ չէ, չի գործընծնել, որովհետև ճիշտ է, որ աշխարհի մեջ հարցերը պարզապես բարոյական սկզբունքներով չեն լուծվիր, բայց նաև այնպես չէ, որ խաղապարները ոչ մեկ ասպետություն, ոչ մեկ դերակատարություն ունի։ Զեկույցը կարևորությամբ կմատնանշի այն փաստը, որ այս տարիներուն, վերջին տարիներուն, անցնող տարիներուն արդեն շատացած են նման հարցերու արձարծումը եւ նույնիսկ շատ ավելի հին, քան ցեղասպանության մեր ցեղասպանության ոճիրներ այսօր տարբեր պետություններ եւ ներողություն գայցեն եւ որոշ ցևով փորձեն սրբակրել այդ կատարված ոճիրները։ Ամենաբարձ է դեպքում վերջերս Իսպանիան հայտարարեց 500 տարի առաջ հрьяաներու դեմ իր կատարած քայլերուն համար արդեն որոշել է Աշքենազի հрьяաներու թույլ տալ, որ վերադառնան Իսպանիա 3 տարի ժամանակ պիտի տա, որպեսզի անոնք կարողանան որոշել թե այսինքն ժառանգները բնականաբար զեկույցը կարևորությամբ կնշե, որ տարածված է այս հարցը, այսինքն գրականություն կա նաև ահագին, որ խոսի նույնիսկ որ հերիք չէ ներողություն խնդրել, անհրաժեշտ է ավելի հանդին անցնել եւ գսեմ խոսքի չի վերաբերիր հայոց ցեղասպանության, այլ ընդհանրապես ոչիներու։ Այդ իմաստով բարոյական արժեքները ճիշտ է որ ամեն հարց չեն լուծել, բայց իրենց կարևոր դերակատարություն ունին եւ այդ գաղափարներն է որ նաեւ իրենց աստեցություն ունին։ Donc l'éthique est importante, mais pas forcément indispensable pour rétablir la justice. Il y a des cas où, comme aujourd'hui en Espagne, le retour des Juifs après 5 siècles après avoir été chassés de ce territoire, donc il y a un processus de justice qui se déclenche. Donc c'est toujours envisageable. Եթե գետրոնանանք իրավապանական, այսինքն միջազգային իրավունքի ուժի վրա, արդյոք միջազգային իրավապանական ուժը իրավունքը բավարար է այսօր քաղաքական հարցեր շարժել, այսինքն ինչպես մենք պիտի օգտագործենք իրավունքը իշա այս բանջարդիրության։ Զեկույցը կանդրադառնա որոշ շաբաթացին, բայց վերջին տարիներում նաև մեր ուսումնասիրությունները փորձը ցույց տվավ փաստորեն, որ այնպես չէ որ միջազգային օրենքը, միջազգային իրավունքը բոլոր անարդարություններուն արդար պատասխաններ ունի, որովհետև ի տարբերություն, ասենք, բավական առաջացած, կայացած, զարգացած պետություններ ու իրավական համագարկին, միջազգային իրավունքի համագարկը շատ ավելի թերի է տակավին եւ կփորձե զարգանալ։ Ուրեմն բոլոր անարդարություններուն պատասխան կարելի չէ գտնել միջազգային օրենքի մեջ եւ այդ պատճառով միայն միջազգային օրենքի վրա հիմնված չէ որ կարելի է արդարություն վերահաստատել հայության համար այդ իմաստով արդեն որոշ առաջարկներ ունի ինքը զեկույցը պատրաստող հանձնախումբը որ անպայման մեր դաշնակցության տեսակետը չէ բայց Պաստարցանակրված է, որ այս խնդիրը ի վերջո նաև քաղաքական լուծում պետք է ունենա, այսինքն իրավականը կարող է կրնալ լծակ, որպեսզի մղե Թուրքիո, որպեսզի նաև ի վերջո քաղաքական համաձայնության կա հատուցման հարցում։ Donc le droit international n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui à toutes les injustices qui existent à travers le monde. Donc il y a des lacunes dans le droit international et ce droit international a besoin d'être perfectionné et adapté. Mais en tout cas, les experts indiquent que le droit est de la base pour mettre la pression sur la Turquie pour arriver au final à une sorte de solution politique. Donc c'est une thèse que la FRA ne partage pas forcément, mais en tout cas c'est la thèse des experts de ce rapport. Գիրոմանոյան, եթե խոսենք
հաջորդ քայլերու մասին ծեր նախաձեռնությամբ, օժանդակությամբ այս զեկույցը կա եւ պաստորեն առաջին անգամ լալով ցև արած է այս բանջարդիրության բովանդակությունը։ Հիմա ինչ պետք է կատարվի, որբեսի արդեն Թուրքիո նկատմամբ միջազգային ընտանիքի նկատմամբ այս զեկույցի եւ նմանատիպ զեկույցներու մեր մոդեցումները ներկայացվին։ Ուրեմն ճիշտ է, որ այս զեկույցի նախաձեռնությունը մերն էր, դաշնակցությանն էր, բայց նպատակը այն չէր, որ այս զեկույցը դառնա կամ ներկայացվի որպես դաշնակցության տեսակետ, նպատակը այն էր, որ սեղանի դրվի ներհայկական սեղանի վրա դրվի նմանատիպ մեկ զեկույց, որու շուրջ մենք կունենանք կարծիքներու փոխանակում, այսինքն հայկական բոլոր շահագրգիռ կողմերը, գազագերբություններ, պետություն, գուսակցություններ, եկեղեցի եւ այլն, եւ ի վերջո կհասնենք ինչ-որ համախոհության։ Այդ գործընթացը կարելի է ասել որոշ չափով սկսված է, այս տարվա համահայկական հունվարի 29-ին հրապարակված համահայկական հռչակագրով շատ ուրվագծային ձևով ներկայացված էին այդ ընդհանուր ուղղությունները, բայց արդեն հայրամյակի պետական հանձնաժողովի առաջարկով կազմված է ներողություն հատկապես կամ գլխավորապես Հայաստանեն մասնակիցներու մասնակցությամբ կազմված է հանձնախումբ, որը ղեկավարվի Հայաստանի համընտրական դատարանի նախագահային կողմեն, որ պետք է որ լրամշակե իրավական երեսը եւ ներկայացնե պետական հանձնաժողովին եւ մեր դաշնակցության եւ համընտրական դատարանի նախագահ Գագիկ Ալթունյանի առաջարկը պետական հանձնաժողովին այն էր, որ այս աշխատանքը որովհետեւ լուրջ եւ հետեւական ձևով կատարվի, անհրաժեշտ է համապատասխան կենտրոն ձևավորել հավանաբար պետական հանձնաժողովի հովանավորությամբ, որ ուսումնասիրե այս աշխատանքները եւ ինչ որ հանգրվանի կհասցնե։ Պիտի ընդունենք, որ իրավական թղթադրածը այնպիսի բան չէ, որ մեկ անգամեն եւ ամբողջությամբ կարելի է պատրաստել վերջացնել։ Ուրեմն առաջին հանգրվանը պետք է լավ որ ընդհանուր ինչ հնարավորություններ կան այդ պատրաստվի, ըստ այն նման որոշվի, թե եթե համաձայն են ասած բոլոր կողմերը այդ մոդելություններուն որոշվի, թե ով ինչ վիդնե, որովհետև կան որոշ նախաձեռնություններ, որոնք միայն որոշ կառույցներ կգնաններ, որոշ խնդիրներ կա միայն պետությունը կգնաներ, որոշ բաներ կա որ պետք է որ միասնապար լա, այսինքն եւ պետությունը եւ տարբեր գազագերբություններ, եկեղեցի, գուսակցություններ, հասարակական այլ գազագերբություններ։ Ուրեմն այս բոլորը անհրաժեշտ է որ մենք մեզի համար հստակացնենք։ Հիմա որոշ նախաձեռնություններ կան այդ ուղղությամբ, բայց պիտի ասել, որ հիմնականը հիմա արդեն այն է, որ մենք կխոսենք այս հարցի մասին։ Այսինքն, եթե 87 թվականին օրինակի համար Եվրոխորհրդարանի բանացեվի մեջ խոսք կար, որ Թուրքիան պետք է ճանաչնա, մինչև Եվրամիության անդամ լինելը, բայց Թուրքիո կողմէ ճանաչումը Թուրքիո համար որևէ պարտավորություն չեն տածրել, արդեն 2015-ի Եվրոխորհրդարանի բանացեվը նման այսպես ազատում չի դրամատրել Թուրքիո։ Եվ այդ կարևոր է, որ այդ արդյունք է նաև այն բանին, որ հայկական շրջանակները, մենք ուրիշները գխոսենք այն մասին, որ եթե միջազգային ոճի գործվածը չի գնալ անբադիժ լալ եւ չի գնալ անհետևանք լալ։ Ուրեմն կարևոր է մեկ կողմեն այդ հարցը որպես բարձ սկզբունք բացատրել, բայց մյուս կողմեն նաև Donc c'est vrai que c'est notre initiative, l'initiative du Tachnak-Tutun, ce rapport, mais on ne veut pas que ce soit le nôtre, mais que cela serve à une base de discussion pour l'ensemble des Arméniens. Et le processus est de toute façon déclenché depuis la déclaration du 29 janvier, cette déclaration pan-arménienne prononcée à Zizernagapet par le président de la République. Et suite à cela, donc une nouvelle commission est mise en place, présidée par le président de la Cour constitutionnelle d'Arménie, et la FRA Tachnak-Tutun et le président de cette Cour constitutionnelle, Gagik Arutunian, ont proposé à ce qu'un centre soit créé pour justement étudier toutes ces questions
dans le temps, parce que les questions liées au droit ne peuvent pas être mises en place, étudiées, préparées en peu de temps. Et puis après, on répartira les rôles entre l'État et les organisations arméniennes à travers le monde, églises, partis politiques, etc. Mais le plus important pour nous, c'est que nous parlons aujourd'hui des réparations, tous les Arméniens, et contrairement à ce qui se passait dans les années 80, prenons l'exemple de la résolution de 1987 au Parlement européen, le Parlement européen parlait de conditionner l'entrée de la Turquie en quelque sorte par la reconnaissance du génocide arménien sans mettre d'autres contraintes qui sont liées à ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, les réparations. Mais en 2015, voilà, le même Parlement européen parle de ces contraintes-là. Donc les questions des réparations sont d'une manière légère pour l'instant, indiquées il y a une évolution dans ce sens. Գիրո Մանոյան, վերջին հարցը Թուրքիո հետ կապված մենք այսօր խոսենք կտեսնենք ինչպես Թուրքիան մանավանդ այս տարի փոխանակ օգտվելու 100-ամյակեն երթալու դեպի ճանաչում ընդհանրակը ժողովրդական քաղաքականություն ավելի ծանրացած է հագարակ որոշ թուրքական շրջանակներու հարաճ խաղացքին ինչ պետք է ենթադրել այս կացության մեջ այսինքն մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք այսպիսի դոսիեմը միջազգային ընտանիքին Թուրքիո ներկայացնելու, այսինքն ժամանակ է հոգուտ թուրքերուն է, չէ, այսուամենայնիվ։ Չէ, իսեր, այդպես չեմ գարձել այդպես է, ընդհանրակը մենք լիդի ընդունինք, որ օրինակ այս 100-րդ դարելիցի նախորդին եւ դակավին գշարունակվի, իսկապես նախընթաց տիպով գար ժամանակի մեջ նախընթաց տիպով պետություններ ճանաչան կամ վերահաստատեցին իրենց ճանաչումը, բայց ամիսի պետություններ ինչպես օրինակ Բրազիլիի ծերագույթն է, ինչպես Ավստրիո բոլոր գուսակցություններն են խորհրդարանական, ինչպես շատաբանապար դիտելա Գերմանիո խորհրդարանը, թեև Գերմանիո նախագահ հստակ ձևով դրավ ամեն հարց, մեկ կողմեն այս իրականությունը կա, որ ճնշում կպանեցն է Թուրքիո վրա, մյուս կողմեն քաղաքական շրջանակներով, այսինքն եւ օրինակ EPP գուսակցության եվրոպական ժողովրդական գուսակցության որոշումը ցեղասպանության մասին ու նույնիսկ հատուցումի մասին խոսք կլա այլ կառույցներու մեջ ընկերվարականներու երիտասարդական դեպի եւ եվրոպական եւ համաշխարհային առաջիկային հուլիսին Նյու Յորքի մեջ պիտի գումարվի ընկերվար միջազգայնականի խորհրդի նիստ ուր ցեղասպանության հարցը օրագարկի նույն է կնարգվի, այսինքն որ դարձել քաղաքական շրջանակների իրենց տեսակետները դան եւ օրինակի տարբերություն EPP-ին ընկերվար միջազգայնականի մեջ Թուրքիային գուսակցություն կա, գուսակցություններ կան, որոնք կընդդիմանան կողքոն է որոնց մեկը կընդդիմանա նման որոշում կայացվի եւ այլն, այսինքն շատ ցած են Թուրքիո վրա դուրս են եկած ճնշումները, գշատնա Թուրքիո ներսեն ճնշումները արդեն այս տարի լսեցինք նույնիսկ ներսեն որոշ դեսագետ հատուցման մասին, այսինքն եթե անցյալ տարի որոշ անհատներ նման դեսագետ հայտնած էին, հիմա արդեն հասարակական կազմակերպություն, մարդու իրավունքներու պաշտպան եւ այլն ինչ որ հատուցման ծերի մասին խոսին, պիտի ընդունենք, որ Թուրքիան կփորձե նուրբ քաղաքականություն վարել, այսինքն շարունակելով իր շղթողական քաղաքականությունը իսկ կոմե կարծեք կհասկնա կանտրատարնա, որ չի գրնար Թուրքիո մեջ առաջ կառնել այս ալիքին եւ այն փաստը, որ խորհրդանական վերջին ընտրություններուն 3 տարբեր գուսակցություններ անցողիկ դերերու մեջ ունեին հայ տեխնացուներ եւ ակայերն անցան ընդրվեցան անգախ որ անոնք ճիշտ ինչ պիտի ունեն օգուտ պիտի ունենան հայության դեպի չունենան բայց այն փաստը, որ երևույթ որպես Թուրքիայի իշխանությունները եւ քաղաքական ուժերը անհրաժեշտ նկատեցին, որ այդպես ըլլա, այսինքն հայ տեխնացուներ ունենան, գազեմ որ ցույց կտա, որ Թուրքիո վրա եւ Թուրքիո մեջ, Թուրքիո ներսեն ճնշումը քաղաքական շրջանակներու վրա բավական մեծ է, որովհետեւ ի վերջո, այսպես ասած, հաշտվին իրենց պատմության հետ եւ
Դեր Թուրքիան շարունակե ճխտողական քաղաքականությունը, բայց կարծեմ որ օրը ինքը այդ ճակատին վրա կգործընծնա եւ երբեմն իր սխալ քայլերով նաեւ կնպաստի որ հայկական կողմը ավելի դրական արտիքներ ցկի։ Շնորհակալություն Գերոմանոյան, հիշեցնեմ որ դուք հոյտաբյուրոյի անդամ եք։ Ցտեսություն։ Donc, pour résumer cette dernière partie sur ce qu'a gagné et le temps, est-ce que le temps joue en faveur de la Turquie, selon Gero-Manoyan? Non, au contraire, parce qu'on a remarqué la pression très forte qui s'est exercée en très peu de temps cette année sur la Turquie, à la fois en interne comme à l'extérieur de la Turquie, même si la Turquie va continuer son négationnisme, et elle comprend malgré tout qu'elle ne peut pas faire face à ce mouvement intérieur dans le pays, et l'élection de 3 candidats arméniens aux dernières législatives en est quelque part la preuve que la Turquie admet en son sein une certaine évolution dans le pays à l'égard des questions liées aux Arméniens. Donc c'était Gero-Manoyan, membre du Bureau mondial de la FRA, Tashnak Tsoutioun, et nous poursuivons avec vous, Charles Papazian et Harout Mardirossian, pour parler toujours du droit international. Le droit international, aujourd'hui, on voit comme il est très difficile de faire admettre une loi antinégationniste dans un pays comme la France, où les forces politiques sont favorables, a priori, à cette loi. On voit comment ce qu'est capable de faire la Cour européenne des droits de l'homme avec l'affaire Perinček. C'est une petite affaire par rapport à l'ensemble du dossier des réparations. Et comment appréhender, comment concevoir que le droit international peut, en dehors de toute considération géopolitique, puisse être favorable dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, à la fois dans la région qui concerne l'Arménie, donc si on s'éloigne un petit peu, Daesh n'est pas très loin. Donc comment penser que le droit peut être suffisant pour nous? Alors justement, le droit n'est pas suffisant et il ne faut pas s'en remettre au droit. Il y a une différence, c'est de définir le droit international comme un cadre à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de choses qui peuvent être menées. Il y a une autre chose qui est de dire je laisse le droit international, je laisse des éléments régler le problème à ma place. Le problème sera réglé, et dans n'importe quel processus de réparation, on le voit, quand les deux parties, le criminel et la victime, réfléchissent ensemble à comment réparer le crime qui a été commis, sous la supervision d'un juge, d'un arbitre, de quelqu'un. Et donc c'est là où le droit international intervient, qui va dire que finalement l'accord qui est établi entre les deux parties est satisfaisant, n'est pas déséquilibré l'un par rapport à l'autre, et il répond aux questions auxquelles il a été saisi. Donc c'est là-dedans. Donc ça veut dire que c'est bien, et ce que disait Gero-Manoyan est tout à fait vrai, on est dans un processus politique. On n'est pas dans un processus juridique. On ne se remet pas à des instances là-dessus pour dire dites-nous auquel on a droit. C'est avant tout un processus qui s'établit entre les parties, et c'est là qu'il est important, il l'a rappelé, que la société civile turque et arménienne, elles vont jouer un rôle, etc., qui vont au fur et à mesure convaincre leur gouvernement que le gouvernement turc, qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, oui, il faut réparer. Et ce mouvement-là est d'ores et déjà lancé, il va s'amplifier, il va continuer. Il faut simplement maintenant qu'on y mette des aspects très concrets. Mais encore une fois, le processus tel qu'il est défini là-dedans, ce n'est pas juste une négociation bilatérale, ça c'est ce que voudraient les Turcs. Ce n'est pas je m'en remets à une instance internationale que je désigne parce que, justement, vous l'avez dit, c'est très compliqué. Alors, le rapport parle de cette commission qui devrait, dans les protocoles arméno-turcs, mettre en place, réévaluer l'histoire en quelque sorte pour voir, et le rapport dit clairement, on ne parle pas de ça, il est établi, et ça n'est même pas un sujet de discussion. C'est pas un sujet de discussion, mais même, c'est dire qu'au niveau, je m'en remets pas à quelqu'un d'autre, un tiers, pour là-dessus, j'admets que par exemple, je peux faire appel à un arbitre international consciemment choisi par les deux parties, qui lui va dire
sur un point précis ou sur une partie des points, voilà ce que j'entends par telle ou telle réparation qui peut être admise pour les deux parties. Et donc ça, c'est le processus de l'arbitrage international qui est bien connu dans le droit des affaires ou dans le droit public. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être engagées. Mais encore une fois, le processus qui est proposé n'est pas un processus de juridiction internationale où, comme vous le dites, c'est pas on va pas aller devant l'ONU pour dire à Monsieur l'ONU tranchez pour nous, parce que nous on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est ou définissez-vous ce qu'ont droit les Arméniens. C'est dire non. Il va y avoir un processus. Voilà les demandes des Arméniens. Voilà ce que en disent les Turcs de l'autre côté, et le tout va arriver pour dire que ce qui est acceptable, c'est ça. Charles Papazian, vous voulez intervenir? Pour compléter ce que dit Harut, je crois qu'il faut aussi lever une ambiguïté. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut reprendre des choses ou revenir sur la table juridique au niveau du droit international. Je crois qu'on a tous les outils, c'est ce que dit ce rapport. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout besoin de rajouter ou d'aller chercher de nouveaux outils. On a notamment au niveau du droit international le fait que l'obligation juridique de fournir des réparations matérielles, ça, notamment pour le génocide arménien, c'est pas parce que c'est ou pas un génocide. C'est-à-dire que la Turquie dit non, on conteste la terminologie du génocide. Le rapport dit même si la Turquie ne s'excuse pas, oui, tout à fait. Cela ne nous épargne pas de la possibilité de réclamer justice. Tout à fait. Alors, la deuxième chose, c'est que la Convention des Nations Unies sur le génocide, cette fois-ci, c'est une deuxième base juridique qui justifie les réparations. Et le troisième point, sans rentrer dans les détails, il rappelle également que la responsabilité, bien entendu, de l'État ne disparaît pas avec le temps. Même si les Turcs aujourd'hui disaient, attendez, nous on n'a rien à voir, c'est pas nous qui sommes à l'origine de ces massacres ou de ce génocide. Le droit international dit, il y a une continuité juridique et les principes de responsabilité de l'État avec les prédécesseurs. Il y a cette notion donc de continuité de l'État. Donc là-dessus, les choses, enfin au moins en ce qu'en disent les experts, sont assez claires. Maintenant, pour revenir à ce que disait Harut, il propose effectivement quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, qu'a relevé effectivement Guillaume Manoyan. Bien sûr, ceci n'est pas le rapport de la FRA, il n'empêche que les experts proposent de rentrer dans ce qu'ils appellent un processus de discussion qui est déjà lui-même un élément de réparation. Sauf que ils reviennent aussi sur ces notions, enfin on va peut-être pas rentrer dans les détails, sur ces notions de discussion entre les deux États ou entre les deux entités. Ils expliquent bien la chose suivante, c'est que le génocide, en fait, c'est pas uniquement une affaire entre deux États. Il y a aussi des individus qui ont été spoliés, il y a des biens qui appartiennent aussi à toute une partie de la population qui aujourd'hui n'est pas directement en Arménie. Donc cette notion de réparation, elle est beaucoup plus large que simplement la reconnaissance par deux États entre eux. Donc là aussi, il faut travailler sur un processus et eux, ils disent, voilà, il y a un point qui n'est pas discutable et pas négociable, il y a eu génocide, point final. La deuxième chose, c'est que il faut, à partir du moment où cette véracité sur le génocide, qui est maintenant largement reconnue, Guillaume Manoyan l'a rappelé, par un certain nombre d'États, le dernier, donc l'Allemagne, qui était quand même relativement proche, qui était, j'allais dire, directement à côté des Turcs au moment où s'est accompli ce génocide, ils disent tout simplement que la véracité du génocide, elle n'est plus, c'est passé, c'est terminé. Maintenant, il faut rentrer dans un processus qui permette d'aider la Turquie, parce qu'il y a aussi cette notion d'aider les Turcs et non pas de les sans arrêt de les vouer aux gémonies ou de les planter sur un pilori. J'allais dire, l'idée aussi, c'est de réhabiliter quelque part cette histoire de la Turquie, avec ce qu'elle a de sombre, qui est effectivement une trace indélébile. Donc cette notion fondée sur la vérité et non sur une simple conciliation, parce que la conciliation seule n'est pas suffisante. Alors, on va revenir au territoire et cette notion de le traité de Sèvres. Pendant très longtemps, et surtout le Taşnak Tutun, a évoqué le besoin de faire appliquer un jour le traité de Sèvres, surtout l'arbitrage de Wilson, qui, selon ce rapport, garde toute sa force malgré le temps et malgré tous les accords et les conventions et les traités qui se sont succédés dans le temps. Alors,
Qu'en est-il aujourd'hui, selon ce rapport, selon ces experts, de la possibilité de mettre en avant ce qu'on peut ajouter tout simplement, pour ouvrir une parenthèse, c'est que le chef de l'État, cette déclaration pan-arménienne, Guillaume Onyan l'a dit tout à l'heure, tout le monde reconnaît que pour les Arméniens, le traité de Sèvres et l'arbitrage de Wilson ont une valeur juridique. Qu'en est-il pour l'avenir par rapport à cette notion de retour à ces sources du droit? Je vais laisser Charles développer ce point-là sur cela. Ici, je voudrais juste rappeler, puisqu'on a parlé beaucoup là-dessus, que les réparations, ce ne sont pas uniquement des réparations territoriales. Non, on est d'accord. Mais le rapport évoque au moins 7, 8, 10 pistes de réparation possibles sur lesquelles on pourrait rentrer dans le détail. Il évoque on va les évoquer. Les préjudices moraux, il évoque les réparations morales, les réparations liées au meurtre, les réparations liées à la torture ou au viol, ce que disait tout à l'heure, le fait que les biens spoliés, matériels spoliés, mais également l'usufruit des biens matériels spoliés, et également un de ces points, c'est les réparations territoriales. Et donc sur chacun de ces points, après le rapport prend le point et dit voilà sur quelle base juridique ou sociale ou déterminisme, etc. Voilà la méthode que l'on vous propose, qu'on recommande pour traiter ce point-là. Voilà la méthode qu'on vous propose. Et donc sur le point des réparations, le texte prend comme référence en disant il y a 2 références concrètes par rapport à ça. Il y a d'une part le traité de Sèvres et notamment l'article 89 qui figure dans les annexes du traité de Sèvres, et d'autre part qui est dans le traité de Sèvres. Un article du traité de Sèvres. Et deuxièmement, il y a un autre document qui est un document là aussi qui est très important. C'est ce qu'on a appelé l'arbitrage de Wilson, puisque en fait, au sortir de la Première Guerre mondiale, le gouvernement turc et les représentants de la jeune République arménienne ont admis tous les deux de faire appel à un arbitre international, en l'occurrence le président Woodrow Wilson des États-Unis, qui a rendu un arbitrage sur ce que devaient être les réparations liées au meurtre, au massacre de masse, puisque le terme de génocide n'existait pas encore à l'époque, mais en tout état de cause, comment cette question-là devait être tranchée sur le plan territorial entre la Turquie et l'Arménie. Et donc là, Charles. En fait, pour ne pas redire exactement la même chose, je complète. Il y a effectivement dans cet article 89 du traité de Sèvres l'appel à la sentence arbitrale. C'est-à-dire que ce que disent les experts, c'est que même si ce traité n'a pas été ratifié, ce qui est le cas, le traité de Sèvres n'a pas été ratifié en 1920, de facto, à partir du moment où les grandes puissances qui étaient effectivement autour de la table ont demandé l'arbitrage du président Wilson et que cet arbitrage a été accepté, il a force de justice. C'est-à-dire que cette sentence arbitrale a donné ce qu'ils appellent, eux, une force juridique. Et à partir de ce moment-là, comme ça n'a jamais été effectivement dénoncé, aujourd'hui, on peut considérer que cette sentence du président américain Woodrow Wilson est toujours valide. Ça, c'est le point clé. Et en fait, à partir de là, cette sentence restitue un certain nombre de territoires, notamment dans les vilayettes qui étaient à l'origine peuplées massivement d'Arméniens, redonne en quelque sorte une dimension nouvelle à cette notion de territorialité. D'ailleurs, les experts, en quelque sorte, si je puis dire, condamnent un peu les protocoles arméno-turcs en disant que quelle bêtise. Si vous signez ces protocoles, vous alliez vous amputer de la possibilité de faire des réclamations territoriales, parce que ces protocoles désignent d'une manière très claire les territoires actuels de la Turquie, chose que l'Arménie n'a toujours pas définie et confirmée comme étant admise par l'Arménie, donc les territoires de la Turquie. Donc avec cet accord-là, ils vont même plus loin. Ils disent tout simplement que les frontières de la Turquie actuelle ne sont validées par aucun traité international.
les frontières actuelles de la Turquie. Donc le fait est qu'ils disent qu'à partir du moment où il y a eu effectivement en plus la naissance de la Première République en 1918 et qu'il y a eu ensuite poursuite de l'agression turque avec quelque part la complicité des soviétiques pour démolir et pour détruire la République arménienne de 1918, de facto les Turcs ont encore gagné du territoire et se sont installés sur des terres qui aujourd'hui ne leur appartiennent pas. C'est ce que disent les experts. Alors justement, même Davutoglu, quand il était Premier ministre des Affaires étrangères à l'époque, demandait au Parlement turc de ratifier vite ces protocoles arméno-turcs, car avec cette ratification, on enterrera définitivement le traité de Sèvres. Oui. Donc en Turquie, il y a cette conscience que le traité de Sèvres, c'est l'épée de Damoclès sur... C'est l'épée de Damoclès, et c'est en fait le point que lorsqu'on parle d'intégrité territoriale, cette notion de droit international, encore faut-il que le périmètre de cette intégrité territoriale a été et soit accepté. Or, en l'occurrence, le vide auquel se trouve la Turquie, c'est que cette frontière entre l'Arménie et la Turquie n'a jamais été validée par aucun État international, et en tous les cas pas avec l'Arménie, ni avec donc à partir de là, il y a une vraie question sur la délimitation de cette frontière. C'est ce que disent les experts et c'est ce que nous disions là encore depuis des années et des années. Simplement, et il faut rappeler également que ce problème-là n'est pas un problème si entre guillemets extraordinaire. C'est-à-dire que beaucoup de pays dans le monde ont exactement le même problème. Alors pas sur la totalité de la frontière, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, entre la France et l'Italie, il y a des demandes de réparation de territoire, alors que les deux pays sont membres de l'Union européenne, etc., pour quelques kilomètres, quelques hectares de terrain entre la France et l'Italie. Il y a des contestations. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Italie? Les Français disent que la frontière, elle passe là. Les Italiens disent qu'elle devrait passer là parce que ça a été... Donc, ces problèmes-là existent. Un des plus grands contentieux de territoire concerne la France et le Brésil sur la frontière entre les deux pays en Guyane. Donc là aussi, et derrière ça, il y a d'énormes problématiques de ressources géologiques, minières, etc. Donc cette problématique de territoire, etc., n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours, il y a ce genre de questions qui sont posées dans les instances. Sauf que là, il n'y a pas eu de génocide quand même. Oui, voilà, la portée elle est différente. Ce que le groupe d'experts met en évidence, c'est que quand on nous dit c'est pas possible de changer, etc. Donc ces problématiques-là existent, et que lorsque les États occidentaux nous disent oui mais on peut rien faire, etc. Eux-mêmes sont à l'égard d'autres pays dans des processus de modification, etc. Donc là aussi, il y a possibilité d'agir sur la partie territoriale. Alors, il y a eu des tentatives dans le passé de commissions de réconciliation arméno-turque, ici en France aussi, et on a vu que ça n'a pas marché parce que la notion de justice ne prévalait pas dans ces discussions. Que proposent les experts pour quand même, si on va parler de réparation, il faut qu'il y ait discussion? Alors oui, simplement, oui, ils disent quand même... Ils développent aussi ces points clés et les objections, et ils répondent aux objections. On va pas tout lire parce que il y a 10 points principaux, mais je vais au moins mentionner 2 points, notamment sur le dialogue arméno-turc. La question est: le dialogue arméno-turc pour la réconciliation est-il une meilleure voie que les réparations? Alors ils disent tout simplement non, parce que le dialogue laissera intacte l'asymétrie de pouvoir entre les groupes, ceux qui sont les héritiers du génocide en quelque sorte, qui n'ont pas le même pouvoir, c'est-à-dire qu'un État constitué avec toute la force que cela peut représenter, et que le dialogue non seulement laissera intacte cette asymétrie, mais l'aggravera probablement au détriment des Arméniens. Alors que le dialogue pourrait conduire à une amélioration des relations, ce sera au prix de la renonciation aux revendications des réparations matérielles et même symboliques de la part des Arméniens et de l'acceptation de leur position subalterne par rapport à l'État et à la société turque. Voilà ce que disent les experts. Alors, en gros, ce qu'ils veulent dire là, c'est que dans un dialogue, il faut aussi regarder le poids et la force que représente chacune des parties qui discutent, et que
s'il y a personne, s'il n'y a pas quelqu'un, un arbitre ou quelqu'un qui vient équilibrer cette relation, on peut très vite se retrouver dans une situation où l'une des parties prend le dessus sur l'autre. Et en l'occurrence, là, ils estiment que c'est la partie turque qui va prendre... Ce qui était le cas dans les protocoles. Ce qui est le cas dans les protocoles. Et donc là, derrière, il faut bien qu'il y ait une instance tierce qui soit là pour garantir que les droits de la partie la plus faible soient garantis et que tout le monde puisse parler d'un pied d'égalité. Et c'est ça qui est important dans la définition de la manière dont vont se dérouler les réparations. Alors, avant de venir aussi au processus, il y a un autre point qu'il mentionne, qui me paraît intéressant de mentionner aux auditeurs. La question est, la démocratisation de la Turquie serait un développement positif? Alors la réponse, bien entendu, est oui, mais ils disent aussi la chose suivante. Il faut qu'il y ait en même temps un processus de réparation explicite, parce que, en fait, la démocratie, elle peut toujours être remise en question. Et le fait est qu'aujourd'hui, les politiques et les institutions et les pratiques démocratiques sont compatibles, malheureusement, avec le mauvais traitement des minorités. Donc ils disent en clair que la démocratisation, oui, c'est un élément, mais c'est pas suffisant. Parce que même dans des États dits démocratiques, aujourd'hui, il y a toujours des minorités qui sont maltraitées et qui subissent effectivement des mauvais traitements. Donc la démocratisation simple de la Turquie n'entraînera pas un changement des attitudes envers les Arméniens et leur traitement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières turques. Donc là, il y a des points qui sont mentionnés par les experts et qui peuvent nous amener effectivement aux propositions qu'ils font. Alors, justement, parlons des propositions, c'est ce que attendent nos auditeurs pour concrétiser un peu cette discussion sur, par exemple, moi je me souviens d'une discussion autour de ce rapport qui disait que il faudra que parmi les revendications arméniennes, qu'on exige à la Turquie que dans ses manuels scolaires, dans son système d'éducation nationale, que la question de l'histoire, de la vérité sur le génocide soit ancré soit entré dans la sphère pédagogique de l'éducation nationale, parce que c'est ça qui va ouvrir la voie à un changement des mentalités, du regard des Turcs vis-à-vis des Arméniens, et c'est ça la base d'une possible réconciliation, d'où découleraient probablement les réparations. Alors, d'où découlerait, c'est là que je suis un peu plus critique, c'est-à-dire que ça fait partie intégrante des réparations. En fait, vous êtes là sur ce qu'on appelle les réparations morales, c'est-à-dire ce que en droit d'exiger la victime pour soulager le truc. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que la victime dit vous devez faire en sorte que que ça serve d'exemple et que vous devez apprendre aux autres à ne pas faire la même chose. Et donc un des moyens de le faire, c'est l'éducation, et que vous devez donc retirer de tous les manuels scolaires tout ce qui vient perturber le fait de dire que je ne suis pas une victime, que en réalité je suis un bourreau, et donc de rectifier en matière éducative ce qui est commis. De la même façon, si on reste dans ce domaine des réparations entre guillemets morales, mais qui pour moi sont importantes parce que quelque part, elle marquerait, si on commençait par ce point-là, même si je suis pas sûr qu'on va commencer par ce point-là, mais elle permettrait d'établir un rapport de confiance. C'est-à-dire de dire que si la Turquie prend ces mesures-là, cela veut dire qu'elle est prête, on peut avoir confiance dans la suite du processus. Donc, ce sont des points essentiels sur ce point-là. Donc, deuxième exemple, ce sont tous les monuments dans les réparations morales dédiés aux auteurs, aux bourreaux, qui sont élevés en Turquie, etc. Donc le fait d'enlever tous les monuments dédiés aux bourreaux, à Talat, Enver, etc., les mausolées, la glorification des bourreaux, quelque part, fait partie de la réparation morale. Troisième exemple, toujours dans cette réparation morale, on le sait, le 24 avril 1915, des intellectuels, des hommes politiques, des journalistes sont arrêtés et sont exécutés sous le synonyme de traître à la nation. La réhabilitation de tous ces individus, leur réintégration dans l'histoire, dans le roman national du pays en question, est aussi une réparation morale. De dire que Siamanto, n'était pas un traître, mais était un grand auteur
de l'Empire ottoman qui a contribué à la grandeur de l'Empire ottoman. Là, on rentre dans ce truc de dire que Krikor Zorab était un député réformateur qui n'a pas trahi, etc. Donc, quelque part, on est dans cette dimension-là également dans la réparation morale. Et encore une fois, j'insiste sur ce point-là, non pas que le reste, et on va parler de toutes les autres réparations, mais nous avons l'oreille très attentive des diplomaties internationales sur ce sujet-là. Nous leur disons que puisque la Turquie dit oui, nous sommes prêts à travailler, à un dialogue, etc. Nous, ce que nous répondons, c'est que si la Turquie est réellement prête, si elle veut donner des gages qu'elle est réellement prête, qu'elle engage le processus de réparation morale, qu'elle enlève des manuels scolaires, qu'elle détruise les monuments dédiés à Talat et à Enver, etc., qu'elle réhabilite les victimes, qu'elle réhabilite les soldats qui ont été exécutés comme traîtres, qu'elle réhabilite le fait, etc. Donc de cette voie-là, de cette réparation qui n'est pas suffisante, qui n'est pas la seule, de cette partie-là, naît le rapport de confiance dans le processus qui suit derrière. Charles Papazian, les réparations. Rentrons un peu plus dans les détails de ce qu'on peut donner comme exemple. Je crois que Halout a déjà mentionné un certain nombre de points. Si je reviens strictement au rapport, puis après on pourra faire quelques commentaires. Eux, ce qu'ils préconisent pour un accord complet sur les réparations, les experts. Oui, les experts, bien entendu, ils le présentent selon 5 éléments. Le premier, c'est la punition, parce qu'effectivement, les auteurs directs du génocide doivent être punis. Et là, effectivement, on rétablit la dignité et la valeur des victimes. Mais ils disent en même temps, cet aspect de la réparation... Juste, Charles, par exemple, un des points là-dessus, ce serait que le procès des unionistes de 1919, que l'État turc dise je reconnais la sentence du procès des unionistes, c'est-à-dire que Talat qui a été condamné à mort par contumace ainsi que tous les autres, ce résultat-là, que toute l'opinion publique turque sache que Talat a été condamné à mort pour crime contre de lèse-humanité par une justice turque et que la justice turque d'aujourd'hui reconnaît ce jugement-là. Donc ça fait partie de cette punition qui est demandée et dont l'état actuel de la Turquie peut très facilement, puisqu'elle a juste à dire je reconnais que le procès des unionistes, le verdict qui a été adopté est conforme à la réalité de ce qui était attendu par la justice internationale. Alors le deuxième point. Ça c'est deuxième point. On reste dans la morale. Deuxième point. Ce que Halout a abordé aussi, reconnaissance, excuse, éducation et commémoration. Je ne vais pas revenir sur les points qu'a déjà mentionné Halout. C'est absolument important, effectivement, de rentrer dans des process d'éducation interne au sein effectivement des programmes d'enseignement public en Turquie, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Il propose aussi qu'il y ait des musées qui soient financés, des événements commémoratifs sur le génocide, et que ce travail-là soit fait, effectivement, dans le cadre de réparation dite territoriale. Troisièmement. Tout cela en Turquie. Tout cela en Turquie. En Turquie ou sur le plan international. Mais on arrive aussi au troisième recommandation, soutien pour les Arméniens et l'Arménie. Donc ils disent aussi que l'État turc doit fournir un appui politique et apporter un soutien à la viabilité à long terme de l'État arménien et de l'identité arménienne à l'échelle mondiale. Ça aussi, c'est très novateur. Ça veut dire qu'au-delà des réparations et de la cessation de ce qu'ils appellent des activités nuisibles, comme le blocus de 2 décennies à la frontière turco-arménienne, la Turquie doit prendre des mesures constructives, etc., etc. Quatrième point, réhabilitation de la Turquie. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il ne s'agit pas d'enfoncer la Turquie, il s'agit au contraire de la faire revenir en quelque sorte à un niveau normal d'État, c'est-à-dire qu'elle doit reconnaître et prendre en charge le génocide des Arméniens comme faisant partie de son histoire. Et là, et comme l'a dit Halout, l'État et la société turque doivent extirper de toutes les institutions, tous les éléments culturels, les mausolées à Talat, etc., etc. Donc ceci fait partie de ce qu'ils appellent la réhabilitation de la Turquie. Et puis le dernier point, on en reparlera aussi si on a le temps, retour de la propriété et indemnisation pour les biens, les morts et les souffrances. Je crois qu'on en a déjà largement parlé. Alors sur cette dernière partie, sur la partie des indemnités et le retour, alors, ils vont jusque dans un détail un peu plus précis. Ils disent d'abord on peut immédiatement retourner les biens disponibles, c'est-à-dire ce qui n'a pas bougé.
Ceux qu'on sait qui n'ont pas bougé, ceux-là, s'ils ont été spoliés à une entité qui a été bien définie, à ce moment-là, on rend à cette entité immédiatement le bien dans l'état tel qu'il est aujourd'hui. On ne change rien, c'est exactement la demande que fait le catholicos de Sis sur les biens de Cilicie, sur les biens de Sis, en disant, voilà, je demande que ces éléments-là, dont j'ai identifié le contenu, me soient rendus immédiatement. C'est exactement à une autre échelle ce que demandent aujourd'hui, par exemple, le camp armène, c'est-à-dire en Turquie, ces biens qui ont été spoliés, non pas au moment du génocide, certes, mais qui ont été spoliés en 1981 à l'occasion du coup d'État, en disant ces biens appartenaient aux Arméniens, vous nous les avez spoliés, vous nous les avez emmenés, nous vous demandons leur restitution immédiate tels qu'ils étaient avant le coup d'État de 1981. Et c'est bien là que l'on voit que cette question des réparations vis-à-vis du peuple arménien, ne s'arrête pas à 1915, quand le génocide a eu lieu, etc., mais qu'elle implique également à la fois le catholicosa de Sis, à la fois les Arméniens de Turquie, à la fois les Arméniens de France, les Arméniens des États-Unis, le catholicosa d'Etchmiadzin, puisque je rappelle que le patriarcat d'Istanbul, qui était le troisième catholicosa, enfin le troisième entité, avait des biens qui lui étaient propres, mais il y avait également sur le territoire des biens qui appartenaient au catholicosa d'Etchmiadzin. Donc lui aussi peut engager la même démarche que le catholicosa de Sis. En tous les cas, il a dit qu'il le ferait. Donc ça, c'est le point. Deuxième point, à l'intérieur des indemnisations, ils disent, il y a quelque chose qui est très simple, il y a eu des morts, et aujourd'hui, dans le monde international, on sait évaluer le prix d'une mort. On sait évaluer le prix d'une mort quand il y a quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture et qu'il faut indemniser la famille, etc. On sait faire une évaluation du prix de la mort. Alors là, on va plus loin. On parle indemnisation des morts et des souffrances humaines. Alors justement, c'est pour ça que je cadre le point. Donc on parle d'abord des morts. Puis après on dit, attention, il y a certes ceux qui sont morts, mais il y a aussi ceux qui ont survécu, mais qui ont été torturés, ont été violés. Et là aussi, dans le droit international, lorsqu'il y a un procès pour viol, on est capable de dire combien la victime, vous allez, pour le préjudice que vous avez subi, vous allez toucher telle somme. Donc, cette deuxième. Troisième point, ce sont les biens non disponibles ou détruits. C'est-à-dire de dire, attention, il y a aussi des biens qui appartenaient aux Arméniens, mais qui aujourd'hui n'existent plus, ont été rasés, ont été détruits, mais on doit être capable d'évaluer à quoi correspond ce bien et quel en serait le prix. Enfin, il y a la perte d'institutions et d'occasions culturelles, religieuses et éducationnelles. C'est de dire, c'est une estimation de l'apport de la communauté, de ce qu'elle aurait pu apporter au pays, et de dire que là il y a bien un préjudice qui a été mené, et comment le réparer. Et puis enfin également, cette souffrance qui a été immatérielle, ce préjudice immatériel, il y a une forme de préjudice immatériel qui peut être évalué. Une fois qu'on a évalué, qu'on a dit voilà combien coûte le prix d'une mort, le prix d'un bien, etc., ils disent, il y a des méthodes qui disent tout dépend à quelle période a eu lieu cette mort, ce préjudice, etc. Ensuite, on peut à partir de là réévaluer par des méthodes qui sont du monde de l'assurance. On sait que voilà, ce qu'on appelle les calculs actuariels, on actualise, c'est-à-dire on dit ce qui valait 100 en Turquie en 1915, aujourd'hui voudrait tant dans le monde moderne. Et donc on fait ce calcul d'actualisation de ce truc en distinguant bien chacune des parties, en disant voilà le coût des morts, voilà le coût des viols, le coût des etc. etc. Alors tout à l'heure vous avez parlé du retour des biens expropriés disponibles, mais le rapport parle aussi de l'indemnisation pour les biens non disponibles et détruits, etc. Enfin, les biens non disponibles, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, prenons un cas très concret, le palais présidentiel de Khanchili, qui appartenait à la famille Kassapian. Vous considérez que certes, bon voilà, c'est un bien qui appartenait aux Arméniens, mais qu'aujourd'hui il a une autre fonction, vous n'envisagez pas de le rendre, très bien, pourquoi pas, vous aviez la possibilité de le faire, mais s'il n'est pas disponible, non, pas pourquoi pas, c'est retour de tous les biens disponibles. Mais
pour les biens, ceux que vous estimeriez qui ne soient pas disponibles, donc ils les mettent dans cette classification-là, néanmoins, vous devez indemniser c'est-à-dire qu'on va évaluer combien vaut ce bien, et on va dire, bon, par rapport à ce bien-là, si vous estimez qu'il est non disponible, à ce moment-là, si vous pouvez pas le rendre physiquement, vous devez le rendre financièrement. Et donc de dire, nous on estime que ce bien il vaut tant, donc vous allez mettre dans le pot commun l'équivalent de ce montant-là. En disant, si par ailleurs vous estimez que tel élément n'est pas aujourd'hui disponible, à ce moment-là, il y a des méthodes d'évaluation qui permettent de définir un montant d'indemnisation par rapport à ce bien. Si je peux me permettre, je crois qu'il faut être, c'est bien tout ce qu'a mentionné Halout, mais il faut être aussi prudent aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur ce domaine extrêmement difficile et complexe. D'ailleurs, les experts le disent bien, le processus que nous proposons n'est pas facile à mettre en place, ça va être un processus complexe. Alors, je crois qu'il ne faut pas démoraliser les gens en leur disant on est reparti pour 100 années. Non. De travail et dans lesquels les processus vont être longs, le temps que la Turquie arrive à se démocratiser, et on a bien dit en plus que la démocratisation n'était pas suffisante. Je veux dire, la bonne question c'est et alors? Bien, et alors, je crois que ce qui est quand même important, c'est que on est ici, ce serait presque une conclusion. On a au moins l'avantage d'avoir 4 experts qui ont ici travaillé sur tous les aspects, et ça c'est quand même novateur. C'est pas uniquement sur un aspect ou sur un autre, comme certains avaient eu l'habitude de le faire jusqu'à présent. Ils ont englobé une vision assez large qui tient compte ensuite de la spécificité des Arméniens et du génocide en particulier. Ce qu'ils proposent, eux, c'est de mettre en place non pas un processus de conciliation ou de réconciliation, parce qu'ils disent que ça n'est pas suffisant. C'est un processus fondé sur une justice et sur une équité, et en se fondant sur une démarche qui doit effectivement avoir 2 parties, mais pas uniquement, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à intégrer là-dedans la société civile turque, qui a effectivement aujourd'hui une place prépondérante dans la résolution de cet aspect-là qu'on est en train d'évoquer. Donc le processus, il faut qu'il y ait un moteur. Bien, la FRA a dit, moi je prends en charge et maintenant je mets à la disposition des Arméniens, et c'est ça qui est important. Ça, on va le rendre public, Halout. Je pense que ceci va faire l'objet d'une édition. La deuxième chose, c'est que on continue à travailler de manière unitaire et pas chacun dans son coin sur un certain nombre d'aspects fractionnés ou parcellaires. La troisième chose, c'est qu'on soit d'accord sur des éléments clés et qu'effectivement, à partir du moment où, notamment quand on parle de l'arbitrage du président Wilson, ou quand on parle du fait que les indemnités doivent être versées pas uniquement aux biens matériels, mais aussi il y a des indemnisations pour les morts et les souffrances qui doivent être versées aux Arméniens en tant que groupe. La question c'est, mais le groupe, qui le définit? Donc ça n'est pas que l'État arménien. Donc tous les acteurs arméniens doivent être mobilisés, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre effectivement dans un processus de travail, de réparation, dans lequel toutes les parties soient directement présentes. On comprend à l'écoute et à la lecture de ce rapport comment les Turcs peuvent avoir des craintes par rapport à cette revendication arménienne, car justement on parle de territoire, on parle de... on pense à des milliards de dollars qui doivent être remboursés pour ce que vous avez expliqué à Halout Mardirosyan tout à l'heure, pour les disparus, pour les souffrances, pour les biens spoliés qui n'existent plus, et rendre ce qui existe et disponible aujourd'hui. Donc en tout cas, même la sécurité de l'Arménie dépend de la reconnaissance du génocide par la Turquie et du déclenchement de ce processus de réparation qui est plus qu'important pour que finalement les Arméniens se disent enfin on peut commencer à faire confiance à nos voisins parce que une page est en train de tourner. Et pour parler de tout ça, vous êtes en train de préparer un colloque le 19 juin à Halout Mardirosyan, le CDCA, à l'Assemblée nationale. 2 mots sur ce colloque, sur les invités et sur les possibilités pour nos auditeurs de s'inscrire. Dans la suite de sa publication, parce que vous avez pu voir qu'il y a eu un dossier qui a été présenté dans France Arménie de ce mois, dans le dernier numéro, sur les réparations. Il y a une table ronde que nous organisons le 19 juin de 15h à 19h dans une enceinte prestigieuse qui est celle de l'Assemblée nationale. Donc cette table ronde est ouverte au public et nous avons des invités relativement prestigieux, puisque notamment
sera présent, le Catholicos de la grande maison de Plus Cilicie. relativement. Oui, plus que relativement. Le Catholicos de la grande maison de Cilicie, Aram Ier. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux. Et puis, dans cette dimension il s'agit de rassembler tous les éléments des réparations, etc. Nous avons voulu montrer que il y avait des choses qui émanent des Arméniens de Turquie, et nous avons demandé au rédacteur en chef de Germana, Gara Koçunyan, d'être présent pour mentionner justement comment les Arméniens de Turquie s'intègrent dans ce processus de réparation. Il y a un gros travail qui a été mené également par le collectif Réparation 2015, et Kerem Kevonian sera là pour exposer où est-ce qu'ils en sont, qui eux travaillent sur les biens nationaux spoliés. C'est une partie de la problématique. Donc ils ont identifié un certain nombre de biens, et à l'intérieur de ces biens nationaux spoliés, il y a les biens nationaux du Catholicosat de Sis, dont le Catholicos Aram Ier demande via la Cour à enclencher un processus de demande en restitution immédiate des biens disponibles, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, devant la Cour suprême de Turquie pour obtenir la restitution de ces biens. Seront également présents des représentants du CDCA et du Bureau mondial de la FRA, en l'occurrence moi, et le mot de clôture sera fait par Mourad Papazian, qui est également coprésident du CCAF. Donc voilà, un élément, une table ronde importante qui n'est, entre guillemets, on n'aura pas toutes les réponses à la sortie, mais ça va permettre de poser un certain nombre de jalons sur cette question des réparations. On peut s'inscrire, n'est-ce pas? Absolument. Alors pour s'inscrire, on peut le faire soit par téléphone au 01 44 83 07 02, 01 44 83 07 02, ou par mail à cdcafrance@gmail.com, et en mentionnant bien. Par contre, Vigipirate oblige, les conditions de sécurité ont été augmentées par l'Assemblée nationale. Il faut préciser son nom, son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance pour pouvoir être inscrit. Donc les inscriptions se termineront mardi soir, puisqu'il faut rendre les listes. Vigipirate oblige encore une fois, il faut les rendre dès mercredi matin, rendre les listes à l'Assemblée nationale. Mardi dans 3 jours. Merci Charles Papazian, merci à Ruth Mardi-Rossian. Je remercie également Guillaume Manoyan qui était avec nous depuis Yerevan. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour une très grande émission, un radioton consacré aux Arméniens de Syrie. Soyez présents tout au long de cette semaine. Vous pouvez, et il faut apporter, parce que la situation est catastrophique, de plus en plus catastrophique pour les Arméniens d'Alep, de Kamishli, de plein de régions de Syrie, pour ne pas dire sur l'ensemble du territoire syrien. Nous avons besoin de soutenir moralement, certes, mais financièrement également. Vous pouvez appeler le BFCA. Le numéro a été donné tout à l'heure par Harut Mardi-Rossian pour les inscriptions. C'est le même numéro, je suppose. Tout à fait. Et vous pouvez appeler aussi la radio au 01 43 53 19 90 pour faire vos promesses de dons, pour apporter vos chèques dans des maisons de la culture, à la radio ici, au BFCA, et un CERFA vous sera donné. Donc mobilisons-nous pour les Arméniens de Syrie la semaine prochaine. En conclusion, ne croyons pas, parce que nous avons parlé aujourd'hui des réparations, que nous nous sommes concentrés que sur ce sujet-là. Absolument. La situation des Arméniens de Syrie est absolument catastrophique, et c'est un appel à la mobilisation, à l'aide de première urgence pour les Arméniens de Syrie qui est lancé. Mais il y a les Arméniens de Syrie, il y a les réparations, il y a aussi la situation au Karabakh, il y a également la situation en Azerbaïdjan qui est absolument catastrophique, ce lobbying, ce azéri qui est absolument catastrophique. Tout ça fait partie de la cause arménienne. Les réparations en sont également une partie. N'oublions pas le reste. La situation des Arméniens de Syrie est absolument importante à traiter également. Tout à fait. Merci messieurs. Au Merci revoir. à vous.
émission proposée par Hype FM.